Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, on rejoue un peu dans le même film qu'un peu plus tôt cette semaine, là, Alexandre. On a jusqu'à ce soir pour en venir à une entente avec les Américains. Et là, il y a quelques informations qui commencent à filtrer, notamment sur les demandes aussi de M. Carney envers les provinces. Oui, parce que pour un répit de 3 jours, on n'a pas su grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une entente qui profile à l'horizon, une entente qui est pas parfaite du tout. T'sais, on parle d'une réduction de certains tarifs au lieu de l'annulation là, purement et simplement des tarifs là, entre 15, 25, 50% de tarifs là, qui nous planent au bout du nez, entre autres sur l'aluminium, l'acier. Il y a aussi la gestion de l'offre qui pourrait être attaquée. Là, je reviens là-dessus dans quelques petits instants. Mais c'est surtout que là, pour les premiers ministres, on est comme dans un flou. Là. Les premiers ministres des provinces un peu partout. On a jasé avec Mark Carney. Hier, Mme Fréchette n'était pas sûre de l'accord. Elle n'était pas capable de dire si c'était bon ou mauvais, ce qui est mauvais signe en soi, selon moi. Et après ça, il y a le retour de l'alcool américain sur les tablettes. Là. C'est plus important qu'on le pensait. Pour les Américains, c'est vraiment un affront, là, vraiment une bavure qu'ils veulent voir enlever. Et là, si Mme Fréchette, même le bouillant Doug Ford se sont montrés assez discrets, merci, il y a le premier ministre du Manitoba, lui, qui est pas du même avis. Wab Kinew, qui est très coloré, très aimé aussi dans sa province, qui lui a décidé de lever le coude en disant M. Carney nous a presque supplié. Il dit, si c'est pas supplié, c'est l'étape juste avant de remettre l'alcool sur les tablettes. Il dit que lui est prêt à se battre. Il dit Donald Trump est faible, les élections de mi-mandat s'en viennent, il risque de manger une volée sincère. On devrait mettre plus de pression et se battre. Donc il y a un peu cette attitude-là, peut-être le masque et le bouclier de Capitaine Canada qui sont passés de M. Ford à M. Kinew. Mais c'est sûr que ça met un tout petit peu d'eau dans le gaz quand même là, pour les négociations. Surtout que là, c'est minuit ce soir qu'on doit avoir pris une décision. Bon, et remettons juste 2-3 affaires en contexte. Ce qui est en train de se négocier présentement, là, c'est pas cet accord de libre-échange, ce qu'on entend souvent, là, l'ASEUM, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça, on n'a même pas encore commencé là, à aborder la question de manière concrète. Là, ce qu'on essaie vraiment là, d'éviter, c'est cette nouvelle menace tarifaire de 50% sur à peu près 500 produits évalués à plusieurs milliards de dollars. C'est juste ça qu'on essaie de sauver. On n'est même pas là, dans le vif du sujet. Maintenant, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants, qui ont commencé à filtrer. Tu nous faisais notamment référence aux commentaires là du premier ministre manitobain. Mais il y en a d'autres aussi. Là, il y a le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, M. Wickham, qui disait... Oh oui, les premiers ministres autour de la table ont quand même accepté de remettre là l'alcool américain sur les tablettes. Alors là, tu dis, OK, parfait, lui, il s'avance quand même beaucoup comparativement à une Christine Fréchette, qui a raison, là, était très prudente dans ses commentaires. Hier, on a même assisté à une scène particulière, c'est-à-dire que elle était au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour présenter donc candidature. Et là, le point de presse était retardé parce que elle était au téléphone avec Mark Carney. Tu te souviendras que la veille, elle n'avait pas eu vraiment réponse à ces questions. Là, hier, on a senti quand même qu'il y avait des éléments de réponse qui lui avaient été fournis, mais on est extrêmement prudent au sein du gouvernement québécois. Et là, pendant ce temps-là, t'as aussi le ministre Dominique Leblanc qui est retourné dans sa garçonnière à Washington. Lui, c'était un aller-retour, parce qu'il était revenu au Canada. Quelques heures plus tard, il est reparti. Hey, je le vois rentrer la langue à terre en disant OK, on a peut-être un deal, on a peut-être le contour d'un deal, on a 3 jours, je retourne à Washington. Il aurait pu faire un FaceTime. Il aurait pu rester quand même à Washington. Ça peut être un courriel. Mais on sent vraiment jusqu'à la toute dernière seconde qu'on va essayer. Alors, est-ce que la nouvelle va tomber en après-midi? Est-ce qu'on va attendre vraiment minuit moins une pour tenter d'éviter? Et ça reste quand même un point d'interrogation majeur. Là. Et je t'amène d'ailleurs sur ton prochain sujet, parce que c'est la une du journal ce matin. Là. Il y a bien des producteurs qui sont inquiets. Il y avait, dans les dernières heures, des producteurs laitiers, mais là, c'est... les producteurs, notamment là, les distilleurs là d'ici, parce que quand on ramène les produits américains sur les tablettes de la SAQ, ça peut avoir des impacts pour les producteurs de chez nous. Ben oui, parce qu'imaginez, on a déjà vu des impacts dans le peu de produits américains qui ont réussi à contourner cette réglementation-là. Comment? Ben en venant installer leurs installations de production ou d'embouteillage ici au Québec. Pensez par exemple à Sourpuss, la petite liqueur surette, qui avait été
été supplantés par des producteurs québécois qui faisaient leur équivalent. Là, je pense que ça s'appelait le piñata, que des producteurs québécois, puis après ça, les acheteurs ont pu bénéficier, goûter, puis ça s'est popularisé. Mais dès le retour du Sourpuss, ils ont vu leur vente fondre, voilà, d'un seul coup, parce que c'est ça, c'est un produit auquel ils sont peut-être plus habitués, que tu vois un peu partout d'un bar. Tu sais, il y a une priorité de certains produits américains comme ça, juste en image de marque. Et t'en parles, mes papilles gustatives souffrent. T'as la bouche rouge, comme si t'avais bu une slotch. Des relents du collège. On salue les amis du Sourpuss à la maison. Et là, ça fait en sorte qu'on a toutes sortes d'inquiétudes. Tu sais, les distilleurs en ont profité ici, ça leur a donné une belle manne. Il y a une ouverture aussi au niveau du gouvernement québécois, de moins réglementer aussi leur vente. Vous voyez une petite lumière au bout du tunnel. Mais là, cette lumière-là va progressivement se refermer si jamais on remet l'alcool américain sur les tablettes. C'est pas la seule inquiétude non plus. Puis ça, c'est assez inquiétant et intéressant. C'est de savoir comment le secteur laitier pourrait être affecté ici au Canada sans que ce soit directement une pinte de lait en bonne et due forme, Made in America, qui se retrouverait sur nos tablettes. Qu'est-ce que ce serait plutôt? Sylvain Charlebois, le directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, le monsieur bouffe et épicerie, qui est souvent sollicité sur ces questions-là, qui a décortiqué un peu le détail en disant c'est surtout les ingrédients dont il faut se méfier, parce que la brèche qui pourrait être ouverte, ce serait que dans nos yogourts, nos fromages, tous nos produits qui sont faits à partir justement de lait, ça pourrait être du lait américain qu'on utiliserait comme ingrédient. Et ça pourrait faire très, très mal à nos producteurs d'ici, parce que même si c'est moins vu directement sur nos yeux de consommateurs à l'épicerie, ça, c'est extrêmement important et lucratif pour nos producteurs. Fait que s'il y a une brèche là-dedans, ça pourrait avoir des répercussions assez graves. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on entend, par exemple, le ministre Leblanc dire « la gestion de l'offre est intacte ». OK. Le système de gestion de l'offre est intact. Mais dans les dernières années, les Américains sont venus gruger, petit à petit, des petits bouts du marché à coup de pourcentage, puis à coup d'exemption sur tel produit. Alors, moi, j'ai sincèrement hâte. On l'a pas vu l'entente. On ne fait que spéculer avec des informations qui viennent à gauche et à droite. Et on entend aussi, parfois, les partis d'opposition dire « Est-ce qu'on aurait dû jouer l'horloge encore plus? » C'est-à-dire que plutôt que de se précipiter à essayer d'avoir une entente, parce que ce qui va arriver, si on signe, par exemple, des tarifs de 25% pour l'industrie de l'aluminium, 15% pour l'industrie automobile, on va venir matérialiser dans une entente une menace du président américain. Alors que, advenant le cas où bang, Donald impose ses tarifs, après ça, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis, peut ressortir affaibli. Tu sais, quand je vous dis jouer l'horloge, est-ce qu'on aurait dû y aller pour cette deuxième alternative-là? On n'a pas la réponse ce matin parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette entente-là. Mais moi, je me garde toujours cette possibilité-là de dire, ça dépend de ce qu'on nous présente. Si on nous présente un tour de force, puis que Keystone XL va faire en sorte que Donald est tout excité, puis qu'il est un peu plus conciliant, disons, pour les tarifs, peut-être qu'on va être agréablement surpris. Peut-être qu'on va avoir un méchant lendemain de veille demain matin aussi quand on va vous expliquer ça. Ce sera la deuxième nouvelle d'importance assurément aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ça, des caméras corporelles pour les policiers. On a beaucoup parlé aussi du règlement, pour empêcher d'insulter les policiers à Montréal. Il y aura des annonces en ce sens aujourd'hui. Oui, on va en faire l'annonce du côté de Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse, dès 9h ce matin, conférence de presse dans laquelle elle va expliquer qu'elle attend plus Québec, parce qu'on devait s'arrimer. C'est important de comprendre que quand tu mets des caméras corporelles, c'est une affaire de recueillir des images, mais encore faut-il que tu puisses les utiliser après ça dans le système judiciaire. Puis on se comprend que le judiciaire, c'est pas Montréal qui l'opère, c'est Québec. Donc on avait besoin de s'arrimer, mais ça niaise. Ça niaise depuis des années. Je vous rappelle que quand Valérie Plante a été réélue en 2021, elle a dit, dans la prochaine année, ça va être fait. 5 ans plus tard, il n'y a rien de fait toujours dans ce dossier-là. Mais déjà, on avait réservé un 40 millions de dollars par année pour le projet du côté de Soraya Martinez-Ferrada. Et là, elle dit, regarde, on va aller de l'avant. Et on fait ça juste avant les élections, bien évidemment, ce qui va faire en sorte que les partis qui veulent se présenter vont devoir venir expliquer qu'est-ce qu'ils feraient justement dans le système de justice pour s'arrimer à cette mesure-là. Donc, c'est lancé de l'avant. Il y a 3 semaines, le gouvernement du Québec a modifié un mécanisme de la loi pour permettre aux villes d'enregistrer des images. Fait que c'est comme déjà
un premier pas dans la bonne direction. Il va falloir voir comment vont réagir aussi là les différentes parties. Il y a aussi 600 véhicules de patrouille qui vont être équipés de caméras, de lecteurs de plaques également. Tout ça, bien sûr, là, suit les allégations de racisme dans le poste de quartier 39 du SPVM. Ça a relancé le débat, ça l'a remis d'actualité parce qu'on s'entend que dans ces situations-là, on aurait aimé ça avoir des caméras corporelles pour voir de plus près la situation. Et en plus, tu en as parlé, le règlement pour interdire d'insulter les policiers. Là, je veux dire, ça tombait sous le sens. Le Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke, tous ces corps de police-là ont accès à ce règlement pour se défendre, là, entre guillemets, quand ils sont invectivés par un citoyen. Souvenez-vous de ce qui s'était passé, là, l'affaire Mohamed Bekali, l'homme qui avait copieusement insulté là, de manière dégueulasse une policière qui l'interpellait. Ben maintenant, on va pouvoir donner des amendes entre 350 et 1000 $, ça peut même être doublé. Puis il va y avoir des formations pour expliquer aux policiers ben exactement comment là, on doit intervenir, puis à quel moment on peut appliquer ces règlements-là. Il est à peu près temps, sincèrement, qu'on arrive en 2026 sur ces questions-là. De un, c'était complètement farfelu, inacceptable, tu sais, que des gens vulgaires puissent insulter comme ça des policiers et policières, tu sais, sans aucune impunité, sans qu'ils puissent avoir de conséquences. Puis là, tu traverses le pont, tu t'en vas, tu sais, tu mets juste le pied de l'autre côté, puis après ça, le règlement était différent. Alors ça, c'était complètement farfelu, c'était complètement ridicule. Il était à peu près temps qu'on agisse là-dessus. Pour ce qui est des caméras, ça va aussi dans les deux sens, là. C'est-à-dire que parfois, on a sur le web des petits extraits d'interventions policières qui sont partagés. Et là, il nous manque énormément de contexte. Il nous manque le avant, il nous manque le après. On met un petit bout de 15 secondes, on n'a pas tout le contexte. Bien sûr que avec les gestes complètement déplorables, inacceptables et racistes qui sont reprochés aussi à certains policiers du poste de quartier en question, ben oui, c'est sûr que ça relançait ce débat-là. En tout cas, je vais vous dire, ben franchement, je trouve ça même inacceptable que ça ait pris autant de temps. Puis que ça ait pris là, des événements malheureux pour qu'on en arrive à ce point-là. Écoutez, aux États-Unis, ça fait des années qu'on est vraiment implanté. Puis là, on met tout le temps de l'avant l'argument de l'argent. Ah ben là, ça coûte cher. Ben oui, mais plus on taponne, plus on étire ça, plus ça va coûter cher aussi. Si on l'avait fait il y a bien des années, ben ce serait déjà implanté. Bon, mieux vaut tard que jamais quand même, là, mais... Puis pensez aux cas célèbres où des caméras de surveillance corporelle ont été capables de faire la différence. Pensez au procès de George Floyd. Par exemple, l'assassinat de George Floyd, on sait que c'est un assassinat parce qu'on a tous vu les images affreuses à glacer le sang qui ont fait le tour du monde. I can't breathe. Ben, tout ça a été enregistré par la caméra du policier. Puis c'est ce qui a causé finalement son emprisonnement et sa condamnation. En une du journal, sondage assez révélateur de la firme Léger, les Québécois qui bougent de moins en moins. Ouais, le tiers des Québécois se sentent en moins bonne santé qu'il y a 5 ans, dont 23% des jeunes. C'est peut-être ça aussi qui vient là attirer un peu l'attention en voyant qu'il y a de plus en plus de personnes plus jeunes, donc qui sont censées être en meilleure santé, être un peu plus fringants, mais qui se sentent eux-mêmes là, fatigués, des burn-out à 25 ans, là, quelque chose qu'on voyait pas avant. Mais ça, on commence à le voir. La majorité des Québécois qui se sentent épuisés souvent ou occasionnellement, là, c'est une grande majorité là-dedans. Puis c'est bien sûr la sédentarité des jeunes là, qu'on va mettre de l'avant. De plus en plus de plus jeunes qui ont plus l'habitude d'aller jouer dehors, tu sais, pour qui c'est plus un privilège, c'est une punition, là, tu sais, de faire dire va jouer dehors. Et là, ben qui perdent le goût de l'effort. Est-ce que c'est les jeunes ou c'est les parents qui ne laissent plus leurs jeunes s'amuser comme ça sur le terrain? Point d'interrogation. C'est une excellente question. C'est à laquelle je n'ai pas. Non, mais tu fais bien. Ça comme piste de réflexion. Tu fais bien de lancer question, ça. Point d'exclamation. Voilà, de mettre nos enfants, tu sais, des enfants iPad là qui ont été trop longtemps devant des écrans. Ça, je peux comprendre, mais il y a l'enfant est pas comme ça pour rien. Il y a eu un cadre autour de lui à un moment donné pour le développer. Ouais. C'est tout. Et là, c'est les organisateurs du Festival Santé et Bien-être de l'Outaouais qui avaient lancé donc ce coup de sonde, qui avaient demandé à Léger de faire un coup de sonde comme ça, parce que ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est la prévention. Là. C'est plus t'es jeune, puis les jeunes générations vont grandir avec les réseaux sociaux puis les écrans. Là, c'est désormais inévitable. Mais il faut prévenir plutôt que guérir, parce que plus tard, là, déjà que nos hôpitaux débordent, on risque d'avoir pas mal de gens qui se ramassent à l'hôpital avec toutes sortes d'enjeux de santé qui sont causés juste par leur propre sédentarité au final. Ouais. Mais tu sais, à tous les âges, je pense que c'est quand même une belle occasion ce matin avec les chiffres qu'on voit, tu sais, de faire un petit examen de conscience. Là, tu sais, moi, je m'étais dit, j'aimerais ça arriver à 40 ans, tu sais, dans une bonne forme. J'avais quand même respecté ça, mais tu sais, bon, j'ai eu quand même un été assez chargé, vous avez peut-être remarqué.
je dois vous avouer que j'ai négligé quand même certains entraînements ou des sorties à vélo. J'aurais aimé bouger plus, là. Et ça, dans la vie d'adulte, à un moment donné, ça se présente, puis c'est difficile des fois de reprendre. Ouais. Quand tu es actif pendant longtemps, puis t'arrêtes, ça s'installe dans ta routine, et de reprendre, c'est dur parce qu'au début, en plus, t'es moins bon, c'est plus dur, le cardio manque au bout d'une semaine. Bref, ça, je le comprends. Que c'est difficile, mais de reprendre ça tranquillement, pas vite, c'est vrai que ça fait du bien pour le moral. Oui, moi, ça m'a fait cet effet-là en regardant ça ce matin. J'étais comme, ouais, bon, dans les prochaines semaines, je vais essayer de prise de conscience. me rattraper. j'ai vu. Là, On vous avez s'est des vacances, mon culpabilisé, Seigneur, là, ça va bien aller pour vous. Là. Non, mais j'ai vu, c'était drôle, c'est le collègue Pat Benoît de Salut Bonjour qui avait partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo, un petit montage. Puis là, ça disait essentiellement, moi, il faut que j'ai la discipline de courir là, à tous les jours, là, 20 minutes par jour. Puis là, quand je manque un entraînement, là, il faut que je l'additionne au lendemain, là, tu sais. Ça disait dans le montage, je vais être obligé de courir pendant 6 mois. 15 heures. Mais moi, ce qui me fait allumer, c'est d'être essoufflé dans le métro, là, monter les marches, puis comme être essoufflé, puis je me disais, faut que je reprenne. C'est ça qui m'a motivé. Ouais, je comprends ça. Restons dans les sondages, un sondage sur le monde de l'éducation. Ouais, un sondage qui a été présenté là, pour le compte de Synopsis La Presse, qui dresse un bulletin pas aux élèves, mais un bulletin aux écoles puis au réseau de l'éducation en général. On a demandé aux Québécois à quel point ils estimaient ou pas la manière dont notre réseau là est mené. Puis ce qui en ressort, là, c'est qu'il y a une grosse impression de négativité. 56% des gens répondent que l'enseignement au Québec, ça s'est dégradé au cours des 15 dernières années. C'est 8 fois plus que de gens qui pensent que ça s'est amélioré. Il y a juste 7% des gens là, qui pensent que notre enseignement puis la qualité s'améliore depuis 15 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a pas comme de différence selon le genre, le sexe, l'âge, l'origine. Non, là, tu sais, tout le monde s'accorde à peu près dans les mêmes proportions pour dire que non, ça s'est dégradé. Mécontentement donc généralisé. La moitié ou presque là, des gens, 46%, disent que on donne une note de C. Mettons dans le bulletin ABCDEF, là, une note de C à l'école primaire et secondaire. Si on met les A et les B avec A, 3% seulement des gens qui donnent A, des optimistes, 30% qui donnent B quand même. Fait qu'on aurait la note de passage, globalement, pour le réseau de l'éducation québécois. Mais pas tant que ça. Là. Quand même 21% des gens qui mettent ça en situation d'échec. On nomme entre autres la violence, l'intimidation à l'école, le manque d'enseignants qualifiés, manque de discipline chez les élèves, le taux de roulement élevé aussi au niveau des remplaçants puis des professeurs. Tout ça, bien sûr, là, ça vient donner cette mauvaise impression. Puis en terminant, réussite scolaire, le fossé entre garçons et filles à 71%. Les gens trouvent ça extrêmement important. Faut dire que Marois Risky, notre futur collègue, et Gabriel Nadeau-Dubois ont fait des sorties dans la dernière année précisément là-dessus. On dirait le jour de la marmotte. À chaque rentrée, c'est la même affaire. L'année prochaine, on va se rasseoir, tu vas nous faire la même nouvelle. Ben oui, puis à chaque année, je dis qu'il manque 3000 quelques enseignants. Puis là, cette année, il manque 3000 quelques enseignants. Ouais. Le fossé entre garçons et filles à l'école, ça c'est un enjeu qui est de plus en plus préoccupant. La vétusté des installations. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Je veux dire qu'ils font un travail extraordinaire avec notre jeunesse dans des conditions vraiment pas faciles. Ajoutons à ça aussi le manque de ressources d'accompagnement. Là, t'sais, pour les besoins particuliers, on sait que la pandémie a été très dure pour le réseau scolaire. Alors, quand on met tout ça ensemble, ça fait un contexte qui est très difficile. Et un peu comme avec le budget du réseau de la santé, le budget de l'éducation est quand même très généreux au Québec. Alors, on devrait s'attendre à de meilleurs résultats, mais les résultats ne sont pas toujours là. Scène culturelle, on regarde un œil, Isabelle, sur une possible grève à Radio-Canada. Les négociations entre le syndicat et Radio-Canada sont dans un impasse, selon le syndicat qui s'est confié à la presse. Donc, ce qui bloque, c'est la proposition salariale. Le syndicat milite pour une hausse de 20% de salaire sur 3 ans, alors que l'offre patronale, c'est 11% sur 4 ans. Il semblerait qu'il y aurait une conscience, parce qu'il faut pas l'oublier. Ils ont une enveloppe de 150 millions supplémentaires, là, qui le diffuseur public a obtenu ça par le gouvernement Carney. Mais ils disent que malgré tout, il y a comme cette insécurité financière. On pense que les employés sont gros durs, mais avec l'inflation, ils sont moins bien payés qu'avant. Le propos du syndicat, c'est ce qu'ils ont rapporté. Les patrons, pour eux, bien évidemment, cette offre est raisonnable, c'est ce qu'ils ont mentionné. Mais si jamais il y avait conflit de travail, le diffuseur aurait un plan de match. Parce qu'on se rappelle que ce qui s'en vient, c'est la campagne électorale. Donc, si jamais il y avait grève déclenchée le 23 septembre, ça pourrait mettre en péril le débat des chefs, la soirée électorale du 5 octobre aussi. Si le conflit perdure, même s'ils disent qu'ils veulent pas en arriver là, la date du 23 septembre arrive assez vite. Il y a déjà eu conflit de travail au début des années 2000, on se rappelle. Mais ce que le syndicat a mentionné à la presse, c'est que les employés sont mobilisés plus que jamais. En tout cas, pour lui, c'est la plus grande mobilisation depuis 30 ans.
pour l'enjeu salarial. J'aime pas ce genre de tactique syndicale qui essentiellement viserait à prendre en otage un événement, ou même dans ce cas-ci, c'est l'exercice de la démocratie, un débat, c'est essentiel en campagne électorale. Pensons aussi au col bleu, là, avec tout ce qu'on laissait, puis ils auront beau se draper dans de la vertu, là, de dire ben non, on veut pas en arriver là, mais c'est drôle, ça pourrait peut-être menacer la tenue d'événements importants comme les événements cyclisme. Ça, c'est un bon point que t'amènes. Ouais, j'aime pas ce genre de tactique syndicale là. Puis là, on commence, là, on reprend le service, on reprend le collier, la rentrée scolaire, et là, des menaces de grève dans tous les départements, ça recommence. C'est un bal que je n'ai pas envie d'assister. Je continue à dire que ce genre de tactique syndicale-là va gruger le peu de capital de sympathie qui vous reste. Au sport, un petit mot sur les Alouettes qui ont rossé le rouge et noir hier. Ouais, on a une 9e victoire en 10 matchs pour les Alouettes depuis le début de la saison. Ça va extrêmement bien. Planté, rossé, on peut utiliser tous les termes. Là. Hier, 46-16, là, alors que c'était la soirée bobblehead pour le carrière Davis Alexander. Excellente performance. Ça a comme mal parti pour les Alouettes. Il y avait des punitions à tour de bras. C'était brouillon un tout petit peu. Et pourtant, ils ont massacré le pauvre rouge et noir. Là. Ils ont toujours pas gagné une seule partie en 10 matchs. On est rendu donc les tout premiers dans l'Est.